Bonsoir à tous, amateurs d'épouvante et de frissons, et bienvenue dans une nouvelle histoire d'horreur qui entre à vos cauchemars. Le récit de ce soir fait suite au précédent de la semaine dernière, et vous plongera dans l'un des lieux les plus mystérieux de Junction Falls, dans lequel d'innombrables affaires aussi inexplicables les unes que les autres se sont produites. Je vous laisse le découvrir. Les égouts de Junction Falls ressemblent plus aux catacombes de Paris qu'à un système d'égouts normal et fonctionnel. C'est un labyrinthe de tunnels qui s'enfonce profondément sous terre et s'étend sur des kilomètres et des kilomètres, se tordant et tournant dans tous les sens, désespérément emmêlés. C'est un réseau bien trop grand pour une ville de la taille de Junction Falls et qui n'a absolument aucun sens d'un point de vue d'ingénierie. Personne ne sait quelle taille ils font exactement, ni quel âge ils ont, très anciens nous présumons, au niveau les plus profonds. Encore moins ce qu'il y a dedans. Qui a contribué à leur construction? Quand? Pourquoi? Ou comment ils ont été conçus? Notre département a lentement constitué une carte, mais même les estimations les plus optimistes situent notre progression à environ 25%. Mais dans la réalité, c'est certainement plus proche des 12 ou 15%. Donc vous imaginez bien que nous redoutons les cas de disparition impliquant les égouts. Mais heureusement, entre 2006 et 2014, nous avions Ranjit Singh. Ranjit était une légende à Junction Falls. C'était un spéléologue confirmé à un aventurier, qui avait pris sur lui pour explorer les profondeurs des égouts et découvrir leurs secrets. Il prêtait non seulement son savoir et aidait les forces de l'ordre à chaque fois que c'était nécessaire, mais il consignait également ses découvertes, des rapports et des films, sur son blog, désormais supprimé. Je vais vous décrire les choses les plus insensées qu'il ait vues et filmées. Pipe Town. J'ai personnellement visité celle-ci, une ville de tentes de fortune dans une sorte de grotte après une série de tunnels, qui a été construite par et pour la population disproportionnée de drogués, de vagabonds et de criminels de la ville. Dans les allées créées par les tentes et les abris sommaires, on trouvait des réseaux de prostitution, du trafic d'armes, des jeux de hasard illégaux et tellement de drogue. C'est un marécage anarchique de déchets humains, désorganisé, sale, dystopique. C'est l'une des choses les plus tristes que j'ai vues de ma vie. Une grande partie des disparitions liées aux égouts implique Pipe Town ou ses habitants. L'homme-chien. Dans un recoin profond des égouts auxquels seul Ranjit et sa caméra avaient accédé, il était tombé sur un homme nu avec la tête d'un chien. Heureusement, d'après ce que nous avons pu constater, l'homme-chien est inoffensif. Sur la vidéo de Ranjit, il avait clairement conscience de sa présence, mais n'avait pas du tout l'air alarmé ni effrayé, ni même menaçant. Il n'a fait aucun effort pour interagir avec l'explorateur. Ranjit a déclaré avoir vu la créature plusieurs fois dans ses profondeurs, mais qu'elle n'avait jamais fait autre chose que dormir, s'asseoir dans un coin, le regarder fixement ou se balader sur ses 4 membres, humains. Le conseil officiel du département de police de Junction Falls est de ne pas essayer de nourrir ou d'interagir avec l'homme-chien de quelque manière que ce soit. Il se débrouille clairement bien sans nous et n'a aucune intention de faire du mal. Il n'est donc pas nécessaire de bouleverser cet équilibre. La porte. Une vieille porte en bois, construite sur le côté du tunnel, que vous ne trouverez jamais 2 fois au même endroit. Ranjit n'était en fait pas la seule personne à avoir signalé la porte, et il n'était pas non plus le premier, même s'il était le seul à avoir réussi à la filmer, parce qu'elle peut apparaître aussi bien dans les premiers niveaux des égouts que dans les profondeurs. Comme pratiquement tout ce qui concerne les égouts, personne ne sait qui a construit la porte, quelle est sa nature ou son dessin, l'étendue de ses capacités et ses propriétés, et encore moins comment elle fait pour apparaître et disparaître régulièrement. La seule chose qu'on sache à son propos, outre le fait qu'elle se déplace, est que quiconque la traverse a tendance à disparaître sans laisser de traces. En 2013, Ranjit est devenu la première personne à avoir retrouvé quelqu'un qui aurait apparemment disparu en traversant la porte. Malheureusement, la pauvre fille était décédée depuis un bon moment. Il avait retrouvé son cadavre des mois et des mois après que l'affaire de sa disparition ait été mise de côté, et dans une partie des égouts que personne n'aurait pu soupçonner étant donné l'endroit où elle avait disparu. D'après ce qu'on avait pu en déduire des photos, elle avait traversé la porte, et après une durée indéterminée, s'était retrouvée dans un tunnel oublié, où elle était morte de faim, perdue et seule. Quelle horrible façon de mourir. La pièce aux horloges. Littéralement juste une pièce remplie d'horloges et autres dispositifs de mesure du temps. Horloge à coucou, horloge murale classique, montre, réveil numérique. On y trouvait même des minuteurs, des sabliers et une magnifique grande horloge de grand-père dans un coin. Ranjit avait tout filmé. La pièce est bien trop loin du point d'accès le plus proche pour qu'on puisse l'expliquer par un collectionneur qui aurait tout entreposé là-bas. Je n'ai aucune idée de quoi penser de cette pièce. La planque du stalker. Nous avons dû intervenir pour celle-ci, et heureusement, elle était assez proche de la surface pour qu'on puisse l'atteindre facilement.
Mais la raison pour laquelle elle était facile d'accès était que cette planque n'avait rien de paranormal ou d'inexplicable, pas du tout. C'était juste une petite pièce près de Pipetown, au mur couvert de photos d'une petite fille locale appelée Emily Fisher, 12 ans à l'époque, même si sur certaines photos elle était encore plus jeune. Toutes les photos avaient été clairement prises depuis des buissons, des arbres, des voitures et autres endroits où elle n'aurait pas remarqué le photographe. Elles étaient donc prises à son insu et sans son consentement. Certaines étaient prises en classe, d'autres en allant et en revenant de l'école, dans le bus, dans sa chambre, dans un restaurant, à la piscine, chez une amie et divers autres endroits. Il y avait aussi plusieurs photos d'elle en train de se déshabiller, à différents stades de nudité que je ne détaillerai pas. D'autres où elle était heureuse dans ce qui semblait être une fête ou une grande réunion de famille. Celles-là étaient les plus perturbantes, non seulement parce qu'elles étaient les plus récentes, mais parce que si le photographe avait pris suffisamment d'assurance pour la photographier d'aussi près au milieu de famille et amis, c'est qu'il était probablement prêt à passer à l'action dans un avenir très proche. Nous avons donc envoyé des unités à la maison des Fisher pour expliquer la situation et protéger Emily. Pendant ce temps-là, mon partenaire et moi nous sommes cachés dans un coin de la rue et avons attendu l'arrivée du photographe. Il s'est avéré que ce n'était autre qu'un agresseur sexuel en série, très violent, nommé Davis James, dont on ignorait qu'il avait été libéré sous caution en attendant son procès, et qui était venu à Junction Falls pour faire ses petites affaires. Nul besoin de préciser que nous l'avons arrêté sur le champ. C'est facilement une des affaires les plus dégoûtantes liées aux égouts, et une des principales raisons pour lesquelles les forces de l'ordre aimaient tellement Ranjit. Qui sait ce qui aurait pu arriver s'il n'était pas tombé sur cette planque? Bref, il y a d'innombrables autres histoires. Mais pour résumer, Ranjit était l'homme de la situation quand il s'agissait des égouts, et il ne s'était jamais plaint quand on lui demandait de l'aide. Récemment, cependant, c'était à notre tour de l'aider. Sa petite amie est venue nous voir, hystérique, disant qu'il était descendu aux égouts pour chercher quelque chose appelé la présence, 4 jours auparavant, alors qu'il avait précisé qu'il n'en aurait que pour 2 jours maximum. Heureusement, Ranjit aimait marquer son chemin avec des bâtons lumineux. Nous avons donc été capables de suivre sa trace jusqu'à une grotte à environ 5 km de profondeur. Vous imaginez bien que le réseau d'égouts était sombre et suffocant, mais cette pièce en particulier l'était encore plus. Elle était tellement sombre et tellement suffocante qu'elle ne pouvait être décrite que comme une présence, exactement comme il l'avait dit. Une entité sans visage, invisible, silencieuse, qui donnait l'impression d'être malicieuse, malveillante, ancienne. Je me sentais observée par quelque chose qui ne voulait rien d'autre que me voir souffrir. Même le fait d'être à côté de mes partenaires n'a rien pu faire pour combattre la force que cette présence exerçait sur nous, qui nous séparait et nous isolait. Plus on s'enfonçait dans les profondeurs, plus elle devenait forte. Dès le départ, je pouvais à peine voir mes partenaires, mais après un court moment, je ne les voyais plus du tout. Les ténèbres étaient tellement épaisses là-dedans que même une source de lumière puissante ne pouvait qu'être submergée. Et quand l'un de nous criait pour les autres, le son avait l'air lointain, obstrué. La présence étouffait le son, et après un moment, l'a complètement coupé, tout comme la lumière. Et quand elle m'a eu, isolée et seule, elle a commencé à me communiquer des choses terribles, sans aucun mot, son ou image. J'étais entrée dans cet endroit avec une ardoise vierge, et soudainement, je savais des choses, merveilleuses et terribles. L'essence de l'infini et du néant, l'esprit de la mort. Je me suis sentie comme une enfant, comme un insecte, essayant de comprendre l'homme. En panique, j'ai fait demi-tour et j'ai couru vers l'endroit par lequel j'étais arrivée. J'avais l'impression d'avoir couru pendant des heures, pendant des jours. En fait, le temps n'avait aucune force, aucun sens dans cet endroit. Tous les agents ont réussi à sortir aussi, heureusement, et chacun de nous était dans le même état, terrifié de manière viscérale, incapable d'expliquer cette chose, cette présence. Tout ce qu'on pouvait dire, c'est que c'était une manifestation d'une sorte de mal, hors du temps. Malheureusement, nous n'avons jamais retrouvé Ranjit. La version officielle de l'histoire est qu'il est mort en essayant de naviguer dans une partie particulièrement dangereuse des tunnels. Ce qui était vrai, mais nous n'avons jamais divulgué aucun détail, excepté le fait que nous n'avons pas réussi à extraire le corps. Pour faire bonne mesure, nous n'avons pas non plus divulgué dans quelle partie des égouts nous l'avions perdu, pour empêcher quiconque d'accéder à ce terrible endroit. Mais il y a une chose que je n'arrive pas à me sortir de la tête quand je suis allongée la nuit à la recherche du sommeil. Le temps n'existe pas dans la présence, aucun. Passé, présent, futur, tout semblait s'être mélangé dans une espèce de bulle alien, amorphe, de la 4e dimension. Ce qui veut dire que même à ce jour, toutes ces années après, Ranjit pourrait encore être vivant, assis contre ce mur, enfermé dans la présence, perdu à jamais dans les profondeurs.
Voilà, c'est tout ce que je peux vous raconter pour le moment. Mais j'en ai encore des millions d'autres, que je vous raconterai à un moment ou un autre quand j'aurai un peu de temps. À bientôt.